Très chers élèves, bonjour. Toujours dans le cadre du projet 4, dont la séquence s'intitule Produire un récit vraisemblable. Aujourd'hui, on est dans la séance 10, qui est consacrée à la production de l'écrit. Mais avant cela, on va essayer aujourd'hui, on va passer à l'entraînement à l'écrit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous proposer une série d'activités pour nous entraîner à l'écrit. Passons aux objectifs de la séance. Premièrement, insérer la description dans un récit. En deuxième lieu, on va insérer le dialogue dans un récit. Et finalement, remettre les étapes d'un récit en ordre. Pour cela, première activité, voilà. Nous avons deux consignes. La première, c'est réécrivez les textes narratifs suivants en remplaçant les descriptions proposées là où il faut. On demande de réécrire le texte en remplaçant, ou bien en mettant les passages descriptifs là où il faut. Deuxièmement, comparer le texte obtenu au texte initial. Quelles remarques faites-vous? Ça veut dire, une fois on termine le travail, on va essayer de faire un travail de comparaison entre le premier texte, sans description, et le deuxième texte, en lui ajoutant la description. Quelles remarques on obtient? Allez, on passe au texte. Chez la couturière, je vais le lire, et en même temps, je vais vous lire les passages descriptifs. À vous de les mettre dans là où il faut. Pardon. Chez la couturière, Mademoiselle Suzanne dit: ah, monsieur Étienne, toujours à la maison, ça ne vaut rien pour un jeune homme de votre âge. Considérant Étienne, elle ajouta: quelle chaleur, hein? Même pour le plein été, ce n'est pas normal, je suis en âge. Quand on pense à tous ceux qui souffrent, qui s'offrent des vacances dans les endroits aérés. Contre ce mur, songea Étienne, j'installerai ma bibliothèque. Je finis ça et je me tire, reprit Suzanne. 6 heures passées, j'aurais voulu parler à votre mère pour le boléro de Madame Piat. Mais elle paraissait pressée. Étienne détourna la tête et dit: oui, si vous voulez partir, partez. On s'en va, on s'en va. H. Troyat, la tête sur les épaules. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Nous avons un texte avec des répliques. Nous avons deux personnages. Nous avons Mademoiselle Suzanne, qui est la couturière, et nous avons Monsieur Étienne, qui est dans l'atelier ou bien chez Mademoiselle Suzanne. Les passages descriptifs. Premièrement, nous avons A, la bouche hérissée d'épingles. 2. Penchée sur la table, elle taillait une soie bleue à fleurettes en blanche. Les ciseaux mordaient le tissu avec un bruit de neige qui craque. L'air sentait la transpiration féminine, il faisait chaud. Qui ne disait rien, la troisième. La quatrième, une grande table avec le téléphone dessus, une table de décharge pour les dossiers, un fichier contenant les adresses des clients. Donc, passons à la première réplique. Nous avons la bouche hérissée d'épingles. Nous avons là, dans le passage narratif, Mademoiselle Suzanne dit: à votre avis, où est-ce qu'on va mettre cette proposition? La bouche hérissée, ou bien cette description d'épingles. On va dire la bouche hérissée d'épingles, Madame Suzanne dit, Mademoiselle Suzanne dit, ou bien Mademoiselle Suzanne, la bouche hérissée d'épingles dit, ou, la troisième proposition, Mademoiselle Suzanne dit, la bouche hérissée d'épingles. Je vous ai donné 3 propositions, donc qu'est-ce qu'on choisit? Donc, généralement, le passage descriptif, quand on va décrire quelque chose de physique chez une personne, généralement, nous avons un nom. Regardez ici, Mademoiselle Suzanne dit, nous avons le nom, Suzanne et un verbe. Donc, Suzanne, on va dire, Mademoiselle Suzanne, la bouche hérissée d'épingles dit. Voilà. Ah, monsieur Étienne, toujours à la maison.
Ici, on est toujours dans la description. Donc, Mademoiselle Suzanne, la bouche hérissée d'épingles, je vais rajouter une autre description. On parle toujours, avant de prendre la réplique, il y a ici la penchée sur une table. Ici, regardez, penchée et elle. C'est qui, penchée et elle? C'est Mademoiselle Suzanne. Donc, je continue ma description de Mademoiselle Suzanne. Donc, je dis, penchée sur la table, elle taillait une soie bleue. Une soie, c'est un tissu. Une soie bleue à fleurettes blanches. Donc, des petites fleurs blanches. Les ciseaux mordaient le tissu avec un bruit de neige qui craque. L'air sentait la transpiration féminine. Il faisait chaud, vu que c'était l'été. Donc ici, on a terminé la description concernant Mademoiselle Suzanne. Considérant Étienne, elle ajouta. Considérant Étienne, elle ajouta. Jusqu'à maintenant, regardez, on a dans la description, le passage descriptif, on a qui ne disait rien. Qui ne disait rien jusqu'à maintenant? C'est Monsieur Étienne. Donc, ici, on a une proposition subordonnée relative. Donc, on va la mettre, on va dire, considérant Étienne, qui ne disait rien, donc virgule, qui ne disait rien, elle ajouta. Donc, on est toujours avec Mademoiselle et Suzanne. Elle ajouta. Quelle chaleur, hein? Même pour le plein été, ce n'est pas normal. Je suis en nage. Quand je suis en nage, ça veut dire elle transpire. Quand on pense à tous ceux qui s'offrent des vacances dans les endroits aérés. Contre ce mur, voilà, songea Étienne, j'installerai ma bibliothèque. Ma bibliothèque. Et on a ici une grande table. Donc, cette description que nous avons ici dans le passage descriptif, elle concerne la bibliothèque. Donc, qu'est-ce qu'il va installer? Une bibliothèque. Une bibliothèque, c'est une grande table avec le téléphone dessus, une table de décharge pour les dossiers et un fichier contenant les adresses des clients. Voilà. Et on passe à la réplique de Mademoiselle Suzanne. Je finis ça et je me tire, reprit Suzanne. 6 heures passées, j'aurais voulu parler à votre mère pour le boléro de Madame Piat, mais elle paraissait pressée. Étienne détourna la tête et dit « Oui, si vous voulez partir, partez. » Elle reprend, donc on a ici le tiret, elle reprend, on s'en va. Donc, je vais vous montrer maintenant le travail avec le corrigé, le voilà. Détournant, oui, on s'en va. Voilà. Donc, voici le travail final. Mademoiselle Suzanne, donc on a une phrase, voilà, qui est juxtaposée, la description. La bouche hérissée d'épingles dit « Ah, monsieur Étienne toujours à la maison, ça ne vaut rien pour un jeune homme de votre âge. » Penchée sur la table, elle taillait une soie bleue à fleurettes blanches. Les ciseaux mordaient le tissu avec un bruit de neige qui craque. L'air sentait la transpiration féminine. Il faisait chaud. On a dit ici, considérant Étienne, qui ne disait rien, elle ajouta « Quelle chaleur, hein? Même pour le plein été, ce n'est pas normal. Je suis en nage. » Quand on pense à tous ceux qui s'offrent des vacances dans les endroits aérés. Contre ce mur, songea Étienne, j'installerai ma bibliothèque. Et il passe à la description. Une grande table avec le téléphone dessus, une table de décharge pour les dossiers, un fichier contenant les adresses des clients. Voilà. Je finis ça. Et je me tire, reprit Suzanne. 6 heures passées, j'aurais voulu parler à votre mère pour le boléro de Madame Piat, mais elle paraissait pressée. Étienne détourna la tête et dit « Oui, si vous voulez, partez, partez. »
On s'en va. Voilà. Maintenant, venons à la question 2, où on vous demande de comparer le texte initial au texte obtenu, le deuxième, au second texte. Quelle remarque, bien, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, regardez le texte initial. Si je reviens au texte initial, le voici. Regardez le texte initial. Et voici le rendu. Qu'est-ce que vous remarquez en ajoutant la description? Donc, en ajoutant la description, ou bien on va dire qu'un texte sans description, c'est un texte où on ne peut pas imaginer la scène. Donc, mais avec la description, la scène est plus vivante, plus agréable à vivre. Ça nous permet d'imaginer les personnages et le cadre spatial. Voilà, donc la description, elle est très importante dans un récit. Passons à la deuxième activité. Voilà. Il y a une consigne. Les paroles des personnages du récit ci-dessous vous sont données dans la colonne de droite et dans le désordre. Intégrez-les au récit. Voilà. Donc regardez, vous avez des répliques. Donc on vous dit, voici le récit, le voilà. 1, 2. Voilà. Voilà. Donc regardez, on a un récit. La maison de l'oncle Pierre. Nous avons un récit. Dans ce récit, il y a des répliques qui manquent. Elles nous sont données, ces paroles nous sont données dans le désordre. Voilà. Et F, A, B, C, D, E, F. On vous demande de les réintégrer ou bien de les intégrer au récit. Bien sûr, on les... Voilà, vous avez 1, 2, 3. Pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et nous avons A, B, C, D, E, F. Je vais lire le texte et on va lire les paroles. Et on va essayer de suivre l'enchaînement des idées. Donc automatiquement, c'est selon l'enchaînement d'idées qu'on va ajouter les répliques des personnages. La maison de l'oncle Pierre. Dans un village de France, vivaient deux frères, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche était célibataire, le pauvre était marié. Le riche vivait de ses rentes et ne travaillait pas. Le pauvre était ouvrier agricole. Le pauvre n'avait pas de maison à lui, mais il vivait avec sa femme chez le fermier qui l'employait, tandis que le riche, lui, avait une grande maison, située au moins d'1 kilomètre du village, après le cimetière. Le pauvre était gentil avec tout le monde et ne demandait qu'à rendre service. Aussi les gens du pays l'aimaient bien, tout en le méprisant un peu. Le riche, lui, était avare, d'un caractère dur et enfermé, de sorte que les gens, tout en le respectant beaucoup, ne l'aimaient guère. Un beau matin, le fermier qui était le patron du pauvre, dit à ce dernier, 1, ça veut dire la réplique qui manque. Ensuite, que faire et où aller? Le pauvre prit sa femme et partit chez son frère, le riche. 2, nous avons la deuxième réplique qui manque. Le riche fit la grimace. Il aimait bien être seul et tranquille dans sa grande maison. Cependant, il ne pouvait pas non plus laisser son frère dehors. Il répondit. Vous avez ensuite 3, 4, 5 et 6. Ça veut dire que nous avons 4 répliques qui manquent. Et le jour même, il s'installait avec sa femme dans la chambre. P. Gris Paris, le gentil petit diable. Passons aux paroles. Donc on va les lire, elles sont mélangées, d'accord? On va essayer maintenant de les lire et en même temps de les comprendre et pour en même temps les mettre à leur place. A. C'est que vous ne sortirez pas le soir après dîner
et que vous serez couché à 9 heures au plus tard. B. Notre patron nous chasse, lui dit-il. Et nous n'avons même pas un toit pour passer l'hiver. Tu ne peux pas nous héberger jusqu'au printemps prochain? C. Entendu, dit le pauvre. D. Eh bien, c'est entendu. Installez-vous. Vous coucherez dans la chambre du haut et moi dans la grande salle en bas. Mais j'ai une condition. Voici la fin de l'automne. Les gros travaux sont terminés. Je n'ai pas assez d'argent pour te payer à ne rien faire. Prends ta femme avec toi et va-t'en. F. Laquelle? Maintenant, qu'est-ce que je comprends? On comprend qu'il y a, dans ce texte, on parle de deux frères qui vivaient dans le même village. L'un était riche, l'autre était pauvre. Le pauvre était marié, n'avait pas de maison et travaillait chez un fermier. Le riche et le pauvre étaient aimés par tout le monde. Le riche, il n'était pas marié, il était célibataire, d'accord? Il avait une grande maison, il ne travaillait pas, il avait des rentes. Donc il avait une source d'argent, de revenus mensuels ou annuels qui vivait grâce à ça. Et il était détesté par tout le monde, il n'était pas aimé. Il était riche certes, mais il était avare. Ça veut dire quoi avare? Ça veut dire quelqu'un qui tenait trop à son argent, qui ne gaspillait pas du tout. D'accord? Qui pouvait avoir de l'argent, mais qui ne semblait pas en avoir. Voilà. Maintenant, passons aux répliques. Les répliques nous ont rapporté des informations. C'est facile de les classer. Alors, on va essayer de voir. Regardez. Passons. On va essayer de rectifier un petit peu. Passons. Donc ici, on a le passage narratif, le village de France, il y a deux frères, l'autre, on a la description des deux frères. Maintenant, le pauvre était gentil avec tout le monde et ne demandait qu'à rendre service. Aussi, les gens du pays l'aimaient bien, tout en le méprisant un peu. Le riche, lui, était avare, d'un caractère dur et enfermé, de sorte que les gens, tout en le respectant, certes le riche était respecté, mais ne l'aimait guère, ça veut dire du tout. Un beau matin, le fermier qui était le patron du pauvre dit à ce dernier, qu'est-ce qu'il dit? Ce fermier qui était le patron du pauvre, qu'est-ce qu'il disait? Donc, on va essayer de chercher. C'est que vous me sortiez, notre patron, entendu, eh bien c'est voici la fin, et laquelle? Voici la fin de l'automne. Voilà, regardez. Un beau matin, le fermier qui était le patron du pauvre dit à ce dernier. Voilà, regardez la réplique. Voici la fin de l'automne. Les gros travaux sont terminés. Je n'ai pas assez d'argent pour te payer. À ne rien faire. Prends ta femme avec toi et va-t'en. Que faire et où aller? Voilà, regardez la situation. Donc le patron n'a plus d'argent. Il ne peut pas travailler, donc il ne peut pas le payer à ne rien faire. Il lui dit, allez, va-t'en. Donc il lui dit, que faire? Où aller? Le pauvre prit sa femme et partit chez son frère, le riche. Donc il a trouvé la solution chez son frère. On va essayer. Donc regardez ici, le riche fit la grimace. Il aimait bien être seul et tranquille. Donc, le pauvre, c'est sûr qu'il lui a demandé quelque chose. Je vais chercher quoi? C'est que vous ne sortirez pas le soir après dîner, notre patron nous chasse. Voilà. Donc oui. Donc c'est celle-là. B. Notre patron nous chasse. Donc la première, c'est E. La deuxième, c'est B. Notre patron nous chasse, lui dit-il. Et nous n'avons même pas un toit pour passer l'hiver. Tu ne peux pas nous héberger jusqu'au printemps prochain. C'est là où le riche fit la grimace. Il aimait bien être seul et tranquille dans sa grande maison. Cependant, il ne pouvait pas non plus laisser son frère dehors.
Il répondit. Ça veut dire quoi? Il n'a pas aimé la proposition de son frère et vous avez cependant, ça veut dire il ne peut pas le laisser dehors. Ça veut dire il a accepté. Je vais chercher qu'est-ce qu'il va lui dire. Alors, donc on a dit que le E et le B, c'est bon. Il nous reste A. C'est que vous ne sortirez pas le non. Entendu, dit le pauvre. Non. Eh bien, c'est entendu. Voilà. C'est celle-là. Eh bien, c'est entendu. Installez-vous. Vous coucherez dans la chambre du haut et moi dans la grande salle en bas. Mais j'ai une condition. Donc, c'est la troisième. J'ai la condition. Donc, c'est la troisième. Du moment qu'il y a une condition, regardez, directement, nous avons F, laquelle renvoie à la condition. Quelle est cette condition? Donc, on va y aller voir la cinquième proposition. On a dit que le E, B, D et F, c'est bon. Donc, il nous reste le A et le C. Alors, c'est que vous ne sortirez, voilà, c'est que vous ne sortirez pas le soir après dîner et que vous serez couché à 9 heures au plus tard. Voilà, entendu, dit le pauvre, et le jour même, il s'installait avec sa femme dans la chambre. Voilà, donc nous avons le texte ici complet, on a terminé, on a mis les répliques à l'endroit qui convient. C'était facile, c'est toujours, il faut suivre l'enchaînement et la cohérence des idées. Voici, donc vous avez le texte avec les réponses, voilà, détaillées. Je vais le relire, comme ça on va voir un texte au complet. Avec les répliques, pardon. Dans la maison de l'oncle Pierre. Dans un village de France vivaient deux frères, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche était célibataire, le pauvre était marié. Le riche vivait de ses rentes et ne travaillait pas. Le pauvre était ouvrier agricole. Le pauvre n'avait pas de maison à lui, mais vivait avec sa femme chez le fermier qui l'employait, tandis que le riche, lui, avait une grande maison située à moins d'1 kilomètre du village, après le cimetière. Le pauvre était gentil avec tout le monde et ne demandait qu'à rendre service. Aussi les gens du pays l'aimaient bien, tout en le méprisant un peu. Le riche, lui, était avare, d'un caractère dur et enfermé, de sorte que les gens, tout en le respectant beaucoup, ne l'aimaient guère. Un beau matin, le fermier, qui était le patron du pauvre, dit à ce dernier: « Voici la fin de l'automne, les gros travaux sont terminés. Je n'ai pas assez d'argent pour te payer à ne rien faire. Prends ta femme avec toi et va-t'en. » Que faire et où aller? Le pauvre prit sa femme et partit chez son frère le riche. « Notre patron nous chasse, lui dit-il, et nous n'avons même pas un toit pour passer l'hiver. Tu ne peux pas nous héberger jusqu'au printemps prochain? » Le riche fit la grimace. Il aimait bien être seul et tranquille dans sa grande maison. Cependant, il ne pouvait pas non plus laisser son frère dehors. Il répondit: « Eh bien, c'est entendu, installez-vous, vous coucherez dans la chambre du haut et moi dans la salle en bas. Mais j'ai une condition, laquelle? C'est que vous ne sortirez pas le soir après dîner et que vous serez couché à 9 heures au plus tard. » Entendu, dit le pauvre. Et le jour même, il s'installait avec sa femme dans sa chambre. Voilà. Passons à l'activité 3. Alors, l'activité 3, qu'est-ce qu'elle nous propose? Nous avons un texte, un texte donné dans le désordre. On nous demande de rétablir l'ordre et de réécrire le récit. Voilà. Donc, voilà, regardez, nous avons, donc, activité 3, nous avons un texte. Il y a des répliques toujours, ça veut dire qu'il y a une prise de parole. Donc, il y a quelqu'un qui parle. Donc, ici, nous avons un texte dans le désordre. À vous de l'ordonner. Je lis le texte. Suivez.
Le vieux grand-père et le petit-fils. Le mari et la femme se regardèrent un instant sans rien dire, puis ils se mirent à pleurer. Ils reprirent désormais le vieux grand-père à leur table. Il mangea avec eux et ils ne le grondèrent plus quand il lui arrivait de répandre un peu de soupe. Un jour, le père et la mère virent leur fils âgé de 4 ans occupé à rassembler à terre quelques planches. « Que fais-tu là » demanda le père. « C'est une petite écuelle, » répondit l'enfant, « où mangeront père et mère quand je serai grand. » Ici, écuelle, c'est une sorte d'assiette, mais c'est une petite assiette, généralement faite en pierre ou bien en bois. Il était une fois, c'est une formule d'ouverture des récits, c'est une formule d'ouverture. Il était une fois un pauvre homme très vieux, dont les yeux étaient devenus troubles, l'oreille dure et dont les genoux tremblaient. À table, il pouvait à peine tenir sa cuillère, répandait la soupe sur la nappe, et il en faisait même échapper de la bouche. Son fils et la femme de celui-ci en prirent du dégoût. Donc, ils n'aimaient pas ça. Aussi, le reléguèrent-ils derrière le poêle, dans un coin où il lui servait dans une vieille écuelle en terre, à peine de quoi apaiser sa faim. Le vieillard regardait souvent avec tristesse du côté de la table et ses yeux se mouillaient. Se mouiller, ça veut dire il allait pleurer. Un jour, ses mains tremblantes ne purent pas même tenir sa petite écuelle, elle tomba à terre et se brisa. La jeune femme le gronda, ça veut dire lui cria dessus. Le gronda, mais il ne répondit pas et se contenta de soupirer. Qu'est-ce que ça veut dire soupirer? Ça veut dire il ne répondit pas, mais il soupirait. Elle lui acheta une écuelle de bois de quelques sous dans laquelle on lui donna à manger désormais. Au début, il avait une écuelle en pierre. Une fois cassée, elle lui a acheté une écuelle, une assiette en bois. À votre avis, pourquoi? Par malheur, si elle tombe, elle ne va pas se casser. D'accord? Donc, c'est un petit bol, voilà, un petit bol en bois. On lui donne à peine manger. Donc, une fois ça tombe, ça ne va pas se casser. Voilà, vous avez un texte dans le désordre. Maintenant, pour ordonner un texte, il faut toujours chercher la première phrase. La première phrase, nous avons un récit. Un récit, c'est une histoire. Ici, nous avons une histoire, un récit vraisemblable. Donc, on va essayer de chercher une réplique ou bien une formule d'ouverture, celle qui va annoncer le début de l'histoire. Voilà. Et à partir de ça, on va essayer, donc toujours, on a dit que dans la situation initiale, on a toujours le temps de l'imparfait, on a la description. Ensuite vient l'élément perturbateur avec le passé simple qui va déséquilibrer cet équilibre, cette description qu'on avait au début. Nous avons 4 paragraphes, 4 énoncés. Le mari et la femme, un jour le père et la mère, il était une fois un pauvre homme, un jour ses mains tremblantes. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc on va essayer de chercher. Je vous ai dit, donc regardez ici, il était une fois un pauvre homme. Il était une fois un pauvre homme, directement, très vieux, dont les yeux étaient devenus troubles, l'oreille dure et dont les genoux tremblaient. Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, on a une formule d'ouverture et nous avons la description. Nous avons la description. Les yeux étaient devenus troubles, l'oreille dure et dans les genoux tremblaient. À table, il pouvait à peine tenir sa cuillère. Regardez, on a donc l'imparfait. L'imparfait sert à la description. Répandait la soupe sur la nappe. Il faisait même aussi échapper de la bouche. Son fils et la femme de celui-ci en prirent du dégoût. Donc, ils n'aimaient pas la façon du grand-père, comment il mange. D'accord? Ils n'aimaient pas du tout. Il faisait tomber la soupe. Donc, aussi, ils le régulèrent
derrière le poêle dans un coin. Donc, il a été chassé de la table et il a été envoyé dans un coin de la maison où il servait dans une vieille écuelle en terre, à peine de quoi apaiser sa faim. Donc, il n'avait pas vraiment beaucoup de quoi manger. Le vieillard regardait souvent avec tristesse, c'est un sentiment, du côté de la table et ses yeux se mouillaient. Donc ici, nous avons la situation initiale. On nous a décrit le cadre spatial, le personnage. On a le vieux dans une famille composée du père, de la mère et d'un vieil homme. On a la description du vieil homme, donc on a tout. C'est la situation initiale, très facile à repérer. Maintenant, on doit chercher l'élément perturbateur. Qu'est-ce qui va perturber ce calme? Nous avons 1. Le mari et la femme se regardèrent un instant et sans rien dire, puis ils se mirent à pleurer. Donc là, il n'y a pas un enchaînement. 2. Un jour, le père, un instant sans rien dire, puis ils se mirent à pleurer, ils reprirent. Oh non, donc 2. Un jour, le père et la mère virent leur fils âgé de 4 ans occupé à rassembler à terre quelques planches. Non. On a la 4. Un jour, ses mains tremblantes ne purent même pas tenir sa petite écuelle. Elle tomba à terre et se brisa. Voilà. La jeune femme le gronda, mais il ne répondit pas. Donc, un jour, nous avons 2 un jour. Un jour le père et un jour ses mains tremblantes. Là, on a un enchaînement à la première. Il était une fois, donc c'est la 4e qui est la suite à l'énoncé 1, à l'énoncé 3. Donc on a 3, 4. Un jour, ses mains tremblantes ne purent même pas tenir sa petite écuelle, elle tomba, voilà, elle lui acheta une écuelle de bois et quelques sous, ça veut dire qu'il ne coûte pas cher du tout, dans laquelle on lui donna à manger, désormais. Voilà, donc j'ai la situation initiale, j'ai la situation initiale, c'est l'énoncé 3, et j'ai l'élément perturbateur, c'est l'énoncé 4. Donc 3 et 4, c'est là où ça commence l'histoire. Donc il nous reste le mari et la femme, mais un jour. Donc on va essayer de regarder la fin. Donc on lui donna à manger désormais dans une écuelle. On lui donna à manger dans une écuelle en bois et dans laquelle on lui donna à manger. Il nous reste 2 autres énoncés. Le mari et la femme se regardèrent un instant sans rien dire, puis ils se mirent à pleurer. Ils reprirent désormais le vieux à leur table. Donc, là apparemment, non. Attendez. Attendez. Ah non, donc c'est pas ses mains tremblantes. Désormais à manger, un jour le père vire la mère, leur âgée 4 ans, occupée à rassembler la terre quelques planches. À côté de la table de ses yeux mouillés, oui, désormais, voilà. Tremblante se brisa. Un jour, le père et la mère virent leur fils aîné, âgé de 4 ans, occupé à rassembler à terre quelques planches. Que fais-tu? Lui demanda. C'est une petite écuelle, répondit l'enfant, où mangeront père et mère quand je serai grand. Ensuite, le mari et la femme lui dirent, voilà. Donc, 3 à 4, on passe à la deuxième. Voilà, c'est un jour. Le père et la mère virent leur fils âgé de 4 ans occupé à rassembler à terre quelques planches. Que fais-tu? Là, qu'est-ce qu'il leur dit? C'est une petite écuelle, répondit l'enfant, où mangeront père et mère quand je serai grand. Et la fin vient, le mari et la femme se regardèrent un instant sans rien dire, puis ils se mirent à pleurer. Ils reprirent désormais le vieux grand-père à leur table, il mangea avec eux et ne le grondèrent plus. Quand il lui arrivait de répondre un peu de soupe. Voilà, donc regardez,
les parents n'ont pas fait attention à ce que leur fils les regardait et observait ce que ses parents faisaient à leurs parents. Le papa, ce qu'il faisait à son père. Donc, il a refait, il les a préparés. Donc, un jour, lorsque vous serez vous aussi grand, je vais faire la même chose. Donc, c'est pour cela, vous avez le mari et la femme commencer à pleurer. Enfin, donc vous avez les réponses, le voilà, vous avez le texte, le voilà, il est ordonné. Vous avez, il était une fois le pauvre homme, comme on l'a dit, un jour ses mains tremblantes ne purent, un jour le père et la mère virent leur fils aîné, et le mari et la femme, voilà, le conte des frères Grimm. Voilà, on a terminé. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine séance. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو. شكرا.